Bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes ici, bonjour à ceux qui nous rejoignent en ligne. Je vais me présenter, donc je suis Céline Robert, je suis cofondatrice et dirigeante d'une agence de communication qui s'appelle Com3L et j'interviens aujourd'hui en tant que partenaire de la mêlée numérique pour accompagner les PME, TPE dans leur transformation numérique. Donc, je reviendrai un petit peu à la fin de cet atelier sur les dispositifs que propose la mêlée justement pour vous accompagner dans votre évolution numérique, notamment le dispositif Tous en ligne maintenant qui permet via un coaching collectif de vous faire progresser dans votre communication numérique. Mais donc moi là aujourd'hui je vais vous animer en fait pendant petite demi-heure, un petit défi en fait, un atelier donc sur le sujet spécifique de l'emailing pour la fidélisation. Donc en fait je vais procéder comment? Je vais en fait vous présenter rapidement en fait le contexte en fait de l'emailing aujourd'hui en 2021, quelques points clés en fait pour se repérer sur ce qu'il faut mettre en place en 2021 pour l'efficacité sur ce moyen de communication et cet outil marketing. Et j'essaierai d'être relativement courte pour conserver du temps pour des questions-réponses, parce que je voudrais que ce soit un petit peu interactif. Donc ceux qui sont présents ici pourront bien sûr, en levant la main, poser leurs questions. Et ceux qui nous suivent aujourd'hui à distance ont aussi la possibilité via un chat de poser des questions. Donc je les vois pas forcément de suite, mais je regarderai les questions aussi qui sont posées à distance. Est-ce qu'au fond de la salle, vous m'entendez correctement? Merci. Merci. Donc déjà, en fait, un petit point de repère pour démarrer sur l'email marketing. Donc c'est un sujet classique, l'email n'est pas nouveau, contrairement à des sujets qu'on a pu voir déjà aujourd'hui, notamment tout à l'heure sur les réseaux sociaux. C'est un classique du marketing, mais aujourd'hui encore, il est souvent très mal maîtrisé et aujourd'hui plus que jamais, il y a une nécessité à travailler dessus pour être efficace. Petit point aussi de repère pour être sûr qu'on parle de la même chose. Quand on parle d'emailing, en fait, on parle de plusieurs choses. On a souvent tendance à penser à deux choses. C'est l'email marketing, donc pour faire de la promotion, et les newsletters. Mais en fait, l'email marketing, ce n'est pas que ça. On va avoir les emails d'acquisition qui vont permettre de capter ce qu'on appelle du lead, donc des nouveaux clients potentiels. Qui va fonctionner avec des bases de données, d'emails collectés ou achetés, ça on y reviendra dessus aussi. Notamment, ce sont souvent des promotions, des invitations ou la présentation d'une offre. Ça peut être un mail seul, isolé ou une séquence d'emails. On a aussi donc à côté donc l'email d'acquisition, on va avoir l'email de fidélisation qui va être, on va dire, au cœur quand même de notre atelier. Ou dans les emails de fidélisation, on va retrouver les newsletters, on va y retrouver une certaine régularité. L'objet sera souvent de démontrer une expertise et de la valeur ajoutée pour sa cible pour donner envie de revenir. Mais il y a aussi toute une famille en fait, d'emails qu'on a tendance à négliger, qui est ce qu'on appelle les emails transactionnels, les emails, on va dire, de politesse, les notifications, bienvenue, des choses comme ça, qui sont aussi à soigner parce que ça peut être aussi un vecteur de fidélisation assez important et avec un moindre effort. Petit point sur les avantages en fait de l'emailing. Donc l'emailing, pourquoi c'est important aujourd'hui quand on est une PME? Parce que c'est un moyen de communication et d'acquisition et de fidélisation qui est relativement abordable. Le coût en fait, d'acquisition est assez faible par rapport à d'autres moyens de communication. Alors ça va dépendre en fait bien sûr des coûts d'outils qu'on va utiliser, les plateformes, des choses comme ça, mais et aussi des services éventuellement qu'on va ajouter à ces plateformes, notamment du conseil, des choses comme ça. Mais les plateformes aujourd'hui d'emailing, on pourra y revenir dessus, sont tous à peu près globalement sur les mêmes niveaux de tarifs. Ils ont des tarifs abordables, voire des services gratuits. Donc on a la possibilité aussi de démarrer dans l'email marketing avec des services vraiment très légers au niveau coût. C'est un moyen de communication qui permet énormément de fidélisation, donc c'est vraiment un outil très fort, c'est un des meilleurs outils en fait pour la fidélisation.
notamment parce qu'il permet de personnaliser. Vous devez certainement recevoir vous-même des emails et on voit la différence de suite entre les emails qui sont personnalisés et les emails qui sont envoyés vraiment de façon très massive. Ça fait plaisir quand on voit son prénom dans un email, c'est bête, mais ça marche. C'est aussi redoutablement efficace pour la fidélisation, notamment parce qu'on a les moyens de segmenter vraiment son approche. Ça aussi, on y reviendra plus précisément. Et c'est un outil qui est très efficace. Alors, ça va peut-être surprendre certains, on y reviendra aussi, parce qu'il y a aussi quand même des écueils, en fait, aujourd'hui, en 2021, sur l'emailing. Mais on a quand même un taux de délivrabilité aujourd'hui qui est assez exceptionnel par rapport à d'autres moyens de communication, comme les réseaux sociaux, ou des choses comme ça. Aujourd'hui, vous envoyez un message, une promotion sur les réseaux sociaux. La certitude que ça arrive vraiment sur l'écran de votre cible est très faible par rapport à ce que vous pouvez avoir avec l'emailing. D'accord ? 99% aujourd'hui de taux de délivrabilité. Alors, ça ne veut pas dire, on va revoir des chiffres après, ça ne veut pas dire que ces 99% vont voir et vont acheter. Enfin, ça ne va pas être un taux de transformation. Mais aujourd'hui, on a un très bon taux de délivrabilité qui va dépendre de certains facteurs, certains autres facteurs, bien sûr. C'est mesurable aussi. C'est important, en fait, pour l'efficacité d'une communication, de tout plein de choses, de pouvoir mesurer les résultats. Un des atouts en fait, de l'emailing, c'est que c'est parfaitement mesurable. La majorité aujourd'hui, enfin toutes les plateformes qui vous permettent de gérer et envoyer des emailings incluent aujourd'hui des statistiques très précises en fait, pour pouvoir mesurer l'efficacité. D'accord ? Donc, mine de rien, comme outil en fait, pour pouvoir retravailler, c'est plutôt pas mal. C'est aussi quelque chose qui est assez simple techniquement à mettre en place. Aujourd'hui, on maîtrise un petit peu l'envoi des mails. Et les plateformes, encore une fois, mettent aussi en place, parce que bien sûr, ils veulent vous faciliter la vie, des outils qui vont vous faciliter la vie pour l'ajout des contacts, la création des emails, l'envoi. Enfin, c'est quand même assez intuitif. C'est très polyvalent, c'est que vous soyez sur du B2B, B2C, sur des cibles masculines, féminines, jeunes, vieilles, ou locales ou internationales, ça fonctionne à peu près sur tout aujourd'hui. On ne peut pas dire, comme par exemple pour des réseaux sociaux, comme on a vu tout à l'heure, TikTok, des choses comme ça, qu'il y ait des cibles très particulières. Et enfin, chose qui est importante aussi, c'est que c'est assez accessible à tout un chacun de s'y mettre, puisque aujourd'hui c'est un des outils sur lesquels il y a le plus de ressources sur Internet, dans des blogs, des articles, des tutos, des conseils, pour pouvoir s'y mettre tout seul ou évoluer tout seul. C'est très beau, ça donne envie, tout ça. Bien sûr, il y a des inconvénients en fait, à l'emailing. Alors, premier inconvénient, on y reviendra certainement lors des questions-réponses, je pense, c'est la nécessité, bien sûr, d'avoir une base de contacts. Ce qui va être difficile, ça va être d'obtenir des contacts qualifiés pour pouvoir envoyer nos messages. Aujourd'hui, c'est un écueil assez fort, puisque il va falloir, il y a déjà un coût, ça peut avoir un coût en fait en acquisition, et en plus, autre chose, c'est que vous allez avoir aussi le règlement européen, le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, qui va mettre aussi des bâtons dans les roues de tout ça. Alors, ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas acheter des listes de contacts. Le RGPD n'interdit pas d'acheter des listes de contacts. Mais ça veut dire qu'il va falloir être très prudent sur la façon dont on acquiert ces listes de contacts. Après, ça a toujours existé. Le RGPD n'a fait que confirmer ce genre de choses, les réglementations, et il veut dire rajouter un petit peu de bon sens, un petit peu dans tout ça, un petit peu de responsabilité. Inconvénient des listes aussi de contacts qu'on pourrait être tenté d'acheter parce que ça permet d'aller plus vite. Le problème, c'est que ça a un coût. Et autre problème des listes qu'on peut récupérer, qu'on peut acheter, au-delà de la réglementation sur les données personnelles, c'est la qualification de ces contacts. J'achète une liste de 100 000 contacts. Elle ne va pas forcément être qualifiée, c'est-à-dire segmentée en fonction de vraiment mes besoins. D'accord ? Donc ça, c'est très très important. Notamment, on a parlé de la RGPD, où vous savez certainement qu'il y a des sanctions si jamais on ne suit pas certaines règles. La sanction la plus forte, ça ne va pas forcément être la CNIL qui va vous l'infliger avec des pénalités.
ça va être le spam en fait. Le gros enjeu en fait de l'emailing aujourd'hui, c'est de ne pas être blacklisté, de passer entre les mailles du filet des anti-spam. D'accord ? Donc si on maîtrise mal certaines règles aujourd'hui de délivrabilité des mails, donc notamment sur le contenu, notamment, et là aussi sur la collecte des contacts, la sanction, elle est encore pire que celle de la liste, c'est que là, vous pouvez être complètement blacklisté, ne plus pouvoir envoyer de mails et les mails n'arrivent plus à vos listes. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est très très important, donc c'est un des problèmes. Autre problème en fait de l'email, c'est qu'une fois qu'on a envoyé l'email, si vous avez commis une petite erreur dedans, la coquille, la faute d'orthographe ou le lien brisé, vous n'avez pas la possibilité de corriger. Une fois que c'est envoyé, soit vous faites un rectificatif en envoyant un autre mail au risque de saouler vos contacts, un petit peu dommage, vous ne pouvez pas en fait rectifier l'erreur. Donc ça demande beaucoup de préparation en fait en amont pour éviter de se retrouver coincé. Autre problématique de l'email, c'est que c'est massivement utilisé. On en reçoit des dizaines, voire des centaines nous-mêmes par jour. Et aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Alors j'ai un chiffre, j'ai regardé les derniers chiffres. Aujourd'hui, vous avez, rien qu'en France, plus d'1 milliard de mails par jour qui sont envoyés. Donc la problématique en fait de ce chiffre-là, que ce soit 1 milliard, 2 milliards, peu importe, c'est beaucoup. C'est qu'il va falloir se démarquer en fait pour exister, pour être lu, pour que votre mail ne soit pas jeté à la corbeille, voire ignoré au bénéfice des autres. Et justement pour éviter, en fait, pour répondre à toutes ces problématiques-là, l'emailing, c'est quelque chose qui est simple, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, à générer, mais qui peut être justement très chronophage parce que ça demande du coup pas mal de préparation en amont. Si on veut bien le faire, parce que le faire c'est assez simple, c'est assez rapide à faire, mais si on veut bien le faire, en fait, ça peut nécessiter pas mal de temps et du coup pas mal d'investissement en amont. Donc je vais justement en fait vous délivrer quelques conseils quand même. Alors là, j'ai passé un petit peu le contexte, je suis allée un petit peu vite. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de me poser des questions si vous voulez que je revienne un petit peu là-dessus. Mais je vais passer du coup en fait au conseil. J'ai 5 grands conseils en fait à vous donner. J'ai pas fait beaucoup plus puisque le temps est compté. Donc premier conseil que je pourrais vous donner, en fait c'est le 5e sur ma liste. C'est pas le plus fort des conseils, mais c'est déjà quand même bien choisir son logiciel. Alors le logiciel c'est quoi ? Il va vous servir à quoi le logiciel ? Il va vous servir à créer l'email, à envoyer l'email, à suivre l'envoi de ces mails via les statistiques, d'accord ? Et aussi à générer et segmenter votre base de données. Il peut servir, selon les outils et tout ça, aussi à faire de l'automatisation. Mais attention à l'automatisation, on y reviendra aussi. L'automatisation, ça fait briller les yeux, parce qu'on se dit, oula, du coup, je vais peut-être gagner du temps en faisant des choses automatisées. Mais l'automatisation, attention, ça nécessite en amont beaucoup de préparation pour éviter justement qu'on aille dans les spams et d'être à côté de la plaque. Donc choisir son logiciel va être stratégique. Il y en a plein. Alors bien sûr, quand on parle de logiciel, oubliez les logiciels de messagerie. On n'envoie pas un emailing professionnel, promotionnel, avec Outlook, avec Thunderbird, avec Gmail ou des choses comme ça. Un logiciel qui permet de gérer des emailings, ça va être vraiment une plateforme qui va permettre de gérer tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Il y en a plusieurs. Gratuites, pas gratuites, complètes, plus ou moins complètes. On peut en citer quelques-unes. Vous avez Sendinblue qui fonctionne très bien. Vous avez Mailchimp. Vous avez des plateformes qui vont être associées aussi à d'autres outils comme HubSpot ou des choses comme ça. Donc il y a plein de possibilités et l'idée c'est de faire un benchmark pour trouver la solution qui vous convient le mieux. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients. Parce que derrière, on peut en changer, mais c'est quand même mieux de bien le choisir auparavant. Je pourrais répondre à vos questions là-dessus. 4e conseil sur les 5, c'est soigner justement sa base de données de contact. Alors soigner sa base de données de contact, ça veut dire quoi ? Ça veut dire bien sûr collecter les emails, parce que pour pouvoir envoyer, avoir des retours sur investissement, il faut que j'ai le plus grand nombre d'emails possible, mais surtout bien sélectionner, bien segmenter et nettoyer régulièrement.
Parce qu'on a vu tout à l'heure un des enjeux en fait de l'emailing, c'est le spam, c'est passer entre les mailles du filet, et ça, c'est un enjeu majeur. Donc déjà, la plateforme y contribue, mais la plateforme, justement, ils mettent en place plein de choses justement pour éviter que vous soyez blacklisté. D'ailleurs, des fois, justement, ils vous conseillent, ils vous orientent pour faire des choix pour éviter d'être blacklisté. Mais la base de données, c'est un des points noirs, en fait, justement, pour le spam. C'est que si vous avez une base de données mal qualifiée, alors mal qualifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez envoyer des mails, du coup, à des personnes qui ne vont pas être directement concernées par ce que vous envoyez. Comment ça se passe quand on reçoit un email pour lequel on ne se sent pas très concerné? Au mieux, on l'ignore. D'accord? Un peu moins bien, on le jette à la poubelle. Ce qu'on ne veut surtout pas obtenir, c'est justement ce qu'on obtient souvent quand on fait ce genre de choses, quand on segmente mal et qu'on nettoie mal sa base de données, c'est que vos destinataires appuient sur « mettre dans les spams ». Parce que là, quand ils appuient sur « mettre dans les spams », ça envoie des signaux négatifs en fait, à tous les serveurs qui disent « Ouh là là, oh, allez, si, une petite erreur en passant, ça va ». Mais si on en a plusieurs qui s'accumulent, vous pouvez être blacklisté. Et ça, c'est vraiment pas ce que vous recherchez. Puis de toute façon, dans toute bonne communication, elle doit être bien ciblée. Donc on doit déjà bien savoir à qui on s'adresse. Donc plutôt qu'en envoyer à 1000 personnes qui ne vont pas être concernées, si j'en ai que 10 dans les 1000 qui sont concernées, il vaut mieux que je les envoie qu'aux 10. On essaie d'élargir un petit peu, mais c'est mieux de bien cibler. Donc nettoyer sa base de données, déjà aujourd'hui c'est même obligatoire. Le RGPD vous oblige à nettoyer, c'est-à-dire que les contacts, vous devez les limiter dans le temps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les garder au-delà d'un certain temps, sauf s'ils renouvellent leur intérêt. Donc il y a vraiment tout un travail à faire sur cette base de données qui va être justement bien les collecter, obtenir le consentement des personnes à qui vous envoyez les mails, leur permettre aussi, ça a toujours existé même avant le RGPD, de se désabonner gratuitement, simplement, d'accord ? Donc vous pouvez vraiment, donc c'est très 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 stratégique d'avoir une base de données très propre pour pouvoir bien fonctionner. Autre conseil que je peux vous donner, ça va être aussi sur le design en fait soigné de votre email. Là aussi, alors là quand on a choisi son logiciel et une base de données propre, on arrive dans la boîte mail en fait du destinataire. Bon, il n'y a pas que ces critères-là qui peuvent y aider, mais une fois que vous y arrivez, que les personnes ouvrent l'email, vous devez vous démarquer visuellement par rapport aux autres, en fait, aux autres mails qui arrivent. Donc, soigner le design de son mailing, ça permet d'être en cohérence avec tout le reste de votre communication, puisque les mailings n'est qu'un élément, normalement, d'une stratégie marketing. Donc, soignez l'apparence. Mais attention, là aussi, il va falloir bien jouer, puisque trop d'images, ça peut être pas bon aussi pour les spams. Donc il faut en avoir pour que ce soit élégant, mais pas trop. Sinon, s'il y a une proportion trop forte d'images par rapport au texte, vous pouvez être blacklisté. Ça serait un petit peu dommage. On est, bien sûr, c'est pas ce qu'on cherche. Enjeu très fort, en fait, pour le emailing, c'est de soigner son contenu. Donc soigner son contenu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bien sûr, éviter d'être trop auto-centré, trop dans la promotion. On ne recherche pas la publicité, d'accord ? On refuse même la publicité aujourd'hui. La plupart du temps, si on reçoit que des emails de promotion, des choses comme ça, on les met à la poubelle. Sauf si la promotion correspond à un besoin vraiment très fort qu'on a en ce moment. Mais les internautes fuient la publicité, fuient l'autopromotion. Sauf que bien sûr, c'est ça que vous voulez faire. En général, quand vous voulez faire du emailing, c'est justement pour promouvoir son activité, soit pour justement acquérir des nouveaux prospects, soit pour fidéliser. Mais comme les internautes ne recherchent pas la publicité, il faut jouer un petit peu plus fin et leur apporter du contenu à forte valeur ajoutée. C'est là que justement, on rejoint ce que je dis tout à l'heure, c'est que c'est chronophage, parce que concevoir du contenu à forte valeur ajoutée, ça demande de prendre le temps de le faire. Ça demande aussi de prendre le temps de voir tout ce qui entoure en fait l'emailing, de créer
ce qu'on appelle des landing pages, donc d'avoir du contenu vers lequel on va se diriger sur un site internet. Et il faut que ce contenu soit cohérent, pertinent et qui donne vraiment envie en fait, à l'internaute d'aller plus loin. Donc ça demande pas seulement de soigner l'email, mais de soigner aussi tout ce qu'il va y avoir autour, la landing page, les appels à action, l'objet aussi de l'email et la fameuse personnalisation dont on a parlé tout à l'heure. Souvent, les logiciels justement d'emailing vont vous proposer, et ça peut être très intéressant s'il y en a qui le font, des systèmes d'A/B testing, c'est-à-dire que vous pouvez tester plusieurs aussi versions de votre email pour vérifier lequel va mieux passer auprès de votre cible. Enfin, et ce n'est pas le point le plus négligeable, c'est de bien penser sa stratégie. Voilà. Donc vous voyez, en fait, j'ai fait dans l'ordre inverse. On a tendance à penser emailing en disant « Ok, que je vais prendre quelle plateforme pour faire mon emailing ?» Mais en fait, ça arrive presque au bout du bout. C'est très bien de penser à la plateforme, mais si en amont, je n'ai pas une base de données correcte, si je n'ai pas une stratégie d'acquisition, justement, de collecte des données, si je n'ai pas pensé le design et le contenu de mes emailing et de tout ce qu'il va y avoir autour, en fait, la plateforme, elle ne va pas m'aider à grand-chose. D'accord ? Merci. Ah oui, déjà ? Oh punaise. Il ne me reste que 10 minutes, donc j'arrive au bout en fait, de ma démonstration. Donc la stratégie, ça va être bien penser justement sa cible, à qui je veux m'adresser. Les scénarios aussi, parce que quand je vais faire des emailing, je vais penser quel email j'envoie ensuite, à la suite de l'autre, à quel jour j'envoie mes emailing, quels horaires éventuellement, et surtout quels objectifs, parce que les objectifs vont me permettre de penser un petit peu à tout ça et aussi au contenu. Donc voilà, donc vous voyez, ça va très vite, hein, j'ai survolé un petit peu la question. Je vous propose maintenant, il nous reste une petite dizaine de minutes, si vous avez des questions en fait, à me poser sur ce que j'ai dit, sur le comment en fait, on s'y prend pour faire un emailing efficace. Donc pour l'instant, je ne vois pas de questions en ligne, donc je vais donner la parole à... Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Moi, j'ai un commentaire et une question. Allez-y. Allez-y. Oui. Et les email blasts, vous avez raison, c'est un peu un fouillis pour faire des email blasts. Quelle est la plateforme que vous conseillez pour faire nominatif un email avec uniquement changer le nom et l'email? Donc le contenu du texte de l'email est le même. Oui. Il faut changer uniquement monsieur XYZ. D'accord, oui. Changer uniquement l'email, évidemment. Quelle est la plateforme qui permet de faire ça pour 500 contacts? Alors, je vais reprendre pour ceux qui nous regardent en ligne en fait votre commentaire et votre question pour que donc monsieur pardon Bush faisait un commentaire sur le fait que c'était chronophage et que toutes les actions de marketing en effet étaient chronophages, et c'est vrai. Mais c'est à prendre en compte parce que en effet il faut passer du temps. Moi je parle d'expérience parce que j'ai des clients en fait qui veulent faire du marketing, veulent que ce soit efficace et qui veulent jamais passer du temps, ils veulent de l'automatisation, ils veulent que ça fasse tout seul, ils veulent que l'intelligence artificielle, en gros, fasse les choses à leur place. C'est pour justement alerter qu'il faut consacrer du temps. Même des plateformes comme Plaisy qui vont avoir une intelligence artificielle qui va vous faire en fait les scénarios en fait d'automatisation des emails, qui est très bien, nécessite un temps de préparation en amont et de création du contenu de toute façon. Ça c'est c'est incompressible. Si on veut faire de la qualité, il faut passer du temps, il faut y consacrer du temps. Donc voilà, ça c'était pour répondre à cette remarque et merci de l'avoir fait. Par rapport à la personnalisation du mail, c'est la question de comment faire, quelle plateforme choisir pour personnaliser un mail, changer l'adresse email, avoir le corps du mail qui est le même, mais changer le nom. À peu près toutes elles le font en fait. Je ne connais pas de... vous avez Mailchimp, vous avez Mailchimp, vous avez Sendinblue, vous avez... Pas de problème, pas de problème. Alors, Sendinblue, voilà, je vous le note, je vous le donnerai tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Après, on peut avoir aussi des outils qui s'intègrent dans les plateformes comme WordPress, Joomla, PrestaShop, des choses comme ça, mais qui peuvent aussi fonctionner avec les systèmes d'envoi de ces plateformes-là. Donc, en fait, de plateformes sérieuses qui ne font pas ça, j'en connais pas.
Voilà, ça fait partie même du kit de base gratuit. Alors, ce qui nécessite par contre de bien qualifier là aussi sa base de données, parce que le nom, le prénom de votre destinataire, la plateforme, elle ne le devine pas. Il faut qu'elle soit notée dans la base de données. Et voilà, du coup, à un moment, il faut le faire un petit peu manuellement, il faut qualifier sa base de données. Alors, quand vous avez un email... Oui, en fait, toutes les plateformes, vous pouvez faire un import depuis Excel. Donc, si vous avez votre base de données sur Excel, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le faire. Alors, souvent, quand on a un email qui va être libellé avec le prénom, nom de la personne, et puis après, arrobase, machin, tout ça, certaines plateformes peuvent détecter ça et vous le décomposer. D'accord, ça c'est intéressant. Mais le problème, c'est que si on s'appuie là-dessus, ça ne fonctionne pas si on a un contact, quelque chose, parce qu'il va dire bonjour contact. C'est pas terrible, voilà. Voilà. Non, mais toutes les plateformes que j'ai testées le font. Après, il peut en arriver qu'ils ne le font pas, mais je ne vous les conseillerais pas de toute façon, on n'en parlera même pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non? Pas de questions en ligne. Dans la salle, d'autres questions ou d'autres remarques par rapport à des choses que j'ai pu dire, des expériences? Allez-y. Oui. 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 Ah non, en effet, par rapport au... Alors, justement, c'est bien ça le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir. Alors, il me demandait comment on fait pour... parce que tout le monde peut blacklister, peut dire je le passe dans les spams, je ne veux plus recevoir les mails. Alors, il y a deux actions qui sont différentes. C'est se désabonner. Quand les personnes se désabonnent, ça ne vous met pas dans la liste noire. Par contre, quand les personnes vous mettent en spam en disant ça c'est un spam, ça c'est un indésirable, ça oui, ça peut envoyer un signal négatif qui peut amener au blacklistage. Alors non, on ne choisit pas en effet de ne pas être blacklisté. Ce qui va prémunir de ce phénomène-là, ça va être justement ce travail en amont quand même, de mieux cibler, de ne pas envoyer, d'être régulier mais pas trop intrusif, de bien doser les choses pour avoir du contenu à forte valeur ajoutée. Si j'apporte du contenu à forte valeur ajoutée, mais qui a un coût d'investissement pour moi, j'ai plus de chances que les gens se disent « Ah, mais je vais ouvrir cet email parce que je vais avoir le tips de la semaine, parce que je vais avoir un conseil, parce que je vais avoir un truc personnalisé, parce que je vais apprendre quelque chose. » D'accord? Que le truc, il m'envoie tout le temps des promos dont je n'ai rien à faire. Et j'ai acheté un aspirateur chez eux, il m'envoie un truc sur la cafetière, j'en ai rien à faire. Vous voyez, donc ça, c'est très important d'être le marketing responsable. En fait. C'est une notion relativement nouvelle, mais qui est quand même très, très important. Il y avait une question ou une remarque au fond. Avec plaisir. Oui. Ah, alors, monsieur au fond me pose la question par rapport aux relances éventuelles en fait, des mails après envoi d'un premier mail à une liste de personnes. Quelle serait la fréquence idéale pour envoyer un mail? Alors, je vais faire une réponse de Normand, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Il faut tester. Alors moi, ce serait d'avis de ne pas renvoyer des mails trop fréquents parce que sinon, au bout d'un moment, ça saoule. Même si on est intéressé, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui m'envoie quelque chose de trop... qui me harcèle, en fait, ça va vite me saouler. En fait, ça dépend de la maturité de votre cible. Ça dépend de ce que vous savez d'elle, en fait. Quelqu'un qui va être vraiment... très intéressé par ce que vous faites, vous pouvez le relancer à une fréquence relativement proche, en fait. Mais à mon avis, il faut l'espacer au fur et à mesure dans le temps. C'est-à-dire que si on fait une première relance, on peut la faire de façon rapprochée à 2-3 jours. Mais si on fait une deuxième relance, il va falloir espacer petit à petit et surtout modifier
le contenu pour essayer de pas trop être intrusif, donc de varier le contenu, de dire voilà, essayer de comprendre aussi pourquoi les gens vous répondent pas. Donc, vous avez des outils qui s'appellent les outils d'automation qui peuvent vous permettre d'essayer de mesurer les meilleures fréquences pour envoyer ces emails. Mais c'est vraiment du cas par cas en fait. J'ai pas de réponse magique à cette question-là. Je suis désolée. Je crois qu'on arrive au bout en fait de l'intervention. Ah, on a une question à distance. Alors, quelle est cette question? Merci. Alors, de Majid, comment récupérer des listes de contacts? Ah oui, et une seconde question, j'imagine, quelles sont les plateformes dédiées? Alors, comment récupérer les listes de contacts? Il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place pour récupérer des listes de contacts. Alors, moi, bien sûr, on peut acheter des listes de contacts, mais moi, je suis franchement je suis pas vraiment pour ça, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas qualifié, en fait. Vous pouvez avoir des mails qui n'existent plus, et des mails qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Donc, ça peut permettre d'aller vite, mais finalement, pas forcément vite et bien. Donc, c'est plutôt essayer de récupérer les contacts de façon naturelle. Donc, selon si vous êtes en fait une boutique, ça va être aussi inciter les gens à s'inscrire à votre newsletter, donc mettre en place aussi des formulaires sur votre mail, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux pour que les gens s'inscrivent naturellement, spontanément. Donc, inciter dans vos autres outils de communication à s'inscrire, à s'abonner. Voilà, essayez de construire comme ça. Alors, si vous avez un CRM, ça peut être intéressant aussi de le connecter, de récupérer en fait les données. Donc en fait, ça va être de le construire cette base de données petit à petit avec plutôt des contacts dont vous avez une connaissance suffisante en fait pour pouvoir les inclure. Voilà. Donc ça peut être aussi quand on crée un événement, récupérer les emails des personnes qui ont participé à l'événement pour justement les inclure dans sa base de données, parce qu'a priori, s'ils ont participé à un événement auquel vous les avez invités ou qui se sont invités, ça veut dire qu'ils peuvent être intéressés par ce que vous faites. Donc là, ça peut être pertinent de récupérer les informations. Voilà. Pardon ? Elle coûte... Ah non, il faut... Alors après, en effet, mais il y a des événements, si c'est vous qui les organisez ou si vous êtes partenaire de l'événement, vous pouvez les récupérer. Alors bien sûr, encore une fois, ça demande un investissement en fait pour récupérer les informations. Je vous remercie à tous pour votre participation. N'hésitez pas à aller sur le site de la Mêlée pour voir les accompagnements dont vous pouvez bénéficier à la suite de cet atelier. Vous avez des formations, vous avez le coaching tous ensemble maintenant, et aussi le dispositif cofinancé par la région qui est la transformation numérique. Merci à tous et bonne journée.